Près de 150 000 morts, environ 13 millions de déplacés en presque 3 ans de guerre. C'est l'une des pires crises humanitaires au monde selon l'ONU. Ça se passe au Soudan et à l'origine de ce conflit armé, 2 hommes d'abord alliés puis devenus ennemis qui s'arrachent aujourd'hui le pouvoir et les ressources du pays. D'un côté, Abdel Fattah al-Burhan, le chef de l'armée soudanaise, de l'autre, Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemedti, le chef des forces de soutien rapide, une milice paramilitaire qui a récemment pris le contrôle de l'une des plus grandes villes du pays, El Fasher, et ils ont filmé tous leurs massacres. Exécutions civiles, viols, pillages, tortures, entraves à l'aide humanitaire. Ces 2 hommes et leurs armées sont prêts à tout pour prendre le pouvoir. Alors quelles sont les origines du conflit et reste-t-il un espoir de résoudre cette guerre? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la guerre au Soudan. Bon, déjà, le Soudan, c'est ce pays à l'est de l'Afrique qui compte près de 50 millions d'habitants, avec comme capitale Khartoum et 2 régions au sud-ouest du pays, le Darfour et le Kordofan. Je vous parle de ces régions et précisément parce que c'est ici que se concentre le conflit aujourd'hui. Bon, maintenant qu'on a posé les bases et que vous savez où se situe le Soudan, on va remonter un peu en arrière pour comprendre l'origine de ce conflit. Retour en 1989. À la tête du pays à ce moment-là, un homme installé au pouvoir après un coup d'État, Omar el-Béchir. D'une main de fer, il régnera sur le pays pendant 29 ans. Une dictature marquée par le massacre en 2003 de plus de 300 000 personnes issues de populations marginalisées. Massacre qualifié de génocide par la Cour pénale internationale. En Afrique, dans la province soudanaise du Darfour, se déroule un désastre humanitaire dans un certain silence que veut dénoncer ce week-end la communauté internationale. Plusieurs manifestations sont prévues en Europe et aux États-Unis. 300 000 morts en 3 ans, 2,5 millions de déplacés. Il est urgent d'agir. Ce qui va provoquer la chute de ce dictateur, c'est la crise économique des années 2010, car après la cessation du Soudan du Sud, le pays d'Omar el-Béchir tourne alors le dos à une grande partie de sa richesse, le pétrole, et petit à petit, le pays s'enfonce dans la crise. Le Soudan du Sud, c'est là où il y avait le plus de pétrole. Le pays, il était dépendant de cette ressource pendant des années. Et quand le Soudan du Sud est parti, la crise économique commençait à apparaître. Le pays s'enfonce tellement dans la crise qu'en 2018, des émeutes éclatent dans les villes du centre du pays et dans la capitale Khartoum. On parle alors de 8 mois de manifestations, parfois jour et nuit, poussées par la crise économique et aussi le ras-le-bol du régime en place. La population exigera alors la fin du régime d'Omar el-Béchir. Et 8 mois plus tard, le 11 avril 2019, face à la pression de la rue, l'armée cède et se retourne contre le dictateur. C'est la fin de 30 années de répression sanglante. وعليه أعلن أنا وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن. On était hyper heureux, mais on savait que le chemin est long, parce que le gouvernement de Omar el-Béchir, il est resté pendant 30 ans. Et avant qu'ils arrivent au pouvoir, ils étaient déjà ancrés dans les institutions. En 2019, ce coup d'État est vu comme un symbole d'espoir pour l'arrivée d'un régime démocratique, car quelques mois après la destitution d'Omar el-Béchir, un premier gouvernement est constitué et son objectif est de mettre fin à un système corrompu depuis 30 ans et surtout mettre la main sur les ressources qui font la richesse du pays, en l'occurrence l'or et le pétrole, et en faire profiter les Soudanais. Mais cet espoir de retrouver un pays démocratique va être balayé 2 ans plus tard par 2 hommes qui sont à l'origine du conflit aujourd'hui. Je vous les ai présentés en début de cette vidéo. Les 2 généraux, Hemedti et al-Burhan, main dans la main, organisent le 25 octobre 2021 un coup d'État contre le gouvernement civil et ils prennent alors le contrôle du pays. Mais pendant 2 ans, le pays est ingouvernable. La rivalité entre les 2 hommes agace les Soudanais qui, chaque semaine, descendent dans les rues
pour manifester pour le retour à un régime démocratique, car ce qui pose problème entre les deux hommes, c'est l'intégration des FSR, les forces de soutien rapide, une milice paramilitaire contrôlée par Hemedti. Al-Bourhan souhaite son intégration, mais Hemedti s'y oppose pour garder le contrôle de sa milice, et cette compétition entre les deux hommes va exploser le 15 avril 2023, date du début du conflit. Au début de la guerre, en 2023, le conflit se concentre principalement dans la capitale, Khartoum. Les deux armées s'affrontent au détriment des civils qui subissent, d'un côté le général Al-Bourhan accompagné de l'arsenal de l'armée régulière soudanaise, et de l'autre côté Hemedti et sa milice paramilitaire, les FSR, et un arsenal beaucoup plus léger. On saute un peu dans le temps et 2 ans plus tard, en mars dernier, l'armée soudanaise renverse les FSR présents dans la capitale. Al-Bourhan reprend alors le contrôle de Khartoum. Les FSR, les forces de soutien rapide d'Hemedti, se replient alors dans leur bastion, là où s'est formée la milice, la région du Darfour. Si on doit donc résumer, en mars dernier, l'armée soudanaise contrôlait alors la moitié est du pays et les FSR le sud de la région du Darfour. Mais dans cette région, une ville résiste encore depuis le début de la guerre à l'emprise des forces de soutien rapide. C'est la ville d'El Fasher. C'est la capitale historique de Darfour. Ici, on ne contrôle pas El Fasher, on ne contrôle pas tout le Darfour. Mais le 26 octobre dernier, tout bascule. Après 18 mois de siège, la capitale de la région du Darfour tombe entre les mains de la milice d'Hemedti. L'armée soudanaise est battue et les FSR prennent le contrôle de cette ville stratégique. Dans l'actualité à l'étranger, c'est une guerre oubliée, un drame humanitaire presque invisible. L'horreur absolue au Soudan où des massacres et des exactions de masse sont commis contre la population civile au Darfour. Faut-il craindre de nouveaux massacres dans la région du Darfour? Les forces de soutien rapide qui ont pris cette ville, dernier verrou du Darfour, qui sautent donc après 2 ans et demi de guerre. En seulement 3 jours, les troupes d'Hemedti commettent un véritable nettoyage ethnique à El Fasher. Près de 3000 civils ont été exécutés et le tout filmé et publié sur leur canal Telegram. Ces exactions sont même visibles du ciel. Sur ces images captées par un satellite, on voit au sol des taches rouges correspondant à du sang, et un membre du laboratoire de recherche humanitaire de l'université de Yale affirmait alors, après la publication de ces photos, la coloration rouge apparaît systématiquement à côté de formes ayant une proportion similaire à celle d'un corps humain. Les images satellites nous permettent déjà d'affirmer qu'il y a eu d'importants massacres. Cette violence, documentée par les FSR, est à l'image du conflit. Viol, torture, entrave à l'aide humanitaire. Justine Musique-Picmal de l'association Solidarité Internationale en témoigne. C'est un des gros problèmes de la crise du Soudan. Il y en a plein de problèmes, mais un des gros problèmes, c'est qu'il n'y a aucune protection des civils et des humanitaires au Soudan. C'est extrêmement violent. Pour moi, un des conflits, alors j'ai pas fait tous les conflits du monde, mais dans les conflits que j'ai fait en 20 ans, il y a 2 conflits qui m'ont marqué. Il y a la Tchétchénie quand j'étais en Tchétchénie et le Soudan, d'une violence sur les civils incommensurable, digne du pire film d'horreur que tu peux voir aujourd'hui. Il n'y a aucune humanité. Il y a rarement l'humanité dans la guerre, mais là, il n'y a absolument aucune humanité, même sur le terrain. Et l'ONU a d'ailleurs qualifié ce conflit de l'une des pires crises humanitaires au monde, à cause de la famine présente dans le pays, du nombre de déplacés, de l'effondrement des services vitaux, ou encore de la brutalité des combats. Quand on en arrive à la famine, c'est l'interdiction des humanitaires de rentrer dans telle zone pour travailler. Et ça c'est une arme de guerre. D'empêcher les humanitaires de faire des distributions ou de rentrer dans un endroit pour mettre de l'eau potable. Moi, j'ai vu à Djenina, mes équipes se faisaient tirer dessus quand elles faisaient des distributions d'eau potable en camion. On avait des snipers qui tiraient sur la population qui venait au point d'eau. Aujourd'hui, le Darfour est toujours contrôlé par les FSR et les combats se sont maintenant déplacés dans la région voisine, le Kordofan. L'enjeu dans cette région à mi-chemin entre la capitale et El Fasher, c'est la prise de la ville d'El Obed, petit à petit encerclée par les FSR. La stratégie pour les troupes d'Hemedti, priver les 600 000 habitants de nourriture et faire céder les défenses de l'armée.
Et après presque 3 ans de guerre, le bilan est lourd. Près de 150 000 morts, 13 millions de déplacés. Et le pire dans l'histoire, c'est que par manque de moyens sur place, ces chiffres sont sûrement sous-estimés. Bon, le 15 avril prochain, cela fera donc 3 ans que la guerre au Soudan aura commencé, et pour le moment, elle n'est pas prête de se terminer. Et on sait que politiquement, c'est pas bankable, une guerre qui dure aussi longtemps. Donc notre première grosse inquiétude humanitaire, c'est que la famine va ne faire que croître, parce que les combats ont été encore plus violents en 2025 qu'ils ne l'ont été avant, sur certaines zones. Et que du coup, on est en train de rater complètement la saison agricole, donc on n'aura rien, il n'y aura pas de nourriture sur plein de zones. Car derrière cette guerre, il y a aussi des intérêts économiques et géostratégiques pour certains États. Le Soudan possède de nombreuses ressources pétrolières, c'est aussi le 3e pays d'Afrique producteur d'or, mais malheureusement, ses ressources naturelles et son positionnement géographique sont aujourd'hui la convoitise de nombreuses puissances internationales. Alors pour tenter de se rapprocher de ces ressources, il faut financer, être dans le camp de celui qui peut assurer une partie de ses richesses, et pour ça, chaque partie a ses soutiens. Par exemple, l'armée soudanaise peut de son côté compter sur l'aide de l'Égypte, un soutien historique du pays. L'Iran et la Turquie, fournisseurs de drones, font aussi partie des soutiens d'Al-Boran, mais son soutien le plus important, c'est aussi celui qui joue double jeu, la Russie, car l'objectif pour Poutine est d'avoir une base militaire en mer Rouge le long d'une des routes majeures d'hydrocarbures, accord obtenu en février dernier. La Russie finance donc l'armée soudanaise en échange d'une base militaire stratégiquement située, mais de l'autre côté, et via une milice paramilitaire, Afrika Korps, anciennement connue sous le nom de Wagner, la Russie finance les forces de soutien rapide du général Hemedti en échange d'or. Pourquoi l'or? Eh bien tout simplement car le général Hemedti, en plus d'être le chef des FSR, est à la tête d'un empire aurifère qui lui rapporterait chaque année près d'1 milliard de dollars. Il utilise alors sa richesse pour financer cette guerre, et l'un des plus gros acheteurs en plus de la Russie, ce sont les Émirats Arabes Unis. Bon alors je n'ai pas précisé tous les soutiens, mais les principaux, ceux qui sont les plus influents dans cette guerre, mais d'autres sont aussi épinglés dans cet article du Monde: le Qatar, le Tchad, la République centrafricaine, le Soudan du Sud, l'Éthiopie et la Libye. Cela va donc bientôt faire 3 ans que la guerre au Soudan a commencé, 3 ans durant lesquels aucun des deux camps n'a montré la moindre volonté de déposer les armes. La communauté internationale condamne, mais ces paroles ne sont jamais traduites en actes. Résultat, la guerre continue, s'aggrave, dans un silence quasi total. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous en aurez appris davantage sur cette guerre au Soudan, parfois oubliée. Merci à Justine Musique Picmal et à Maaz Takeldine de m'avoir aidé dans l'écriture de cette vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut!